nous retrouvons les confrères David Diagbabi de togosite.com et Komi Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Après N'Djamena, on va directement à Niamey au Niger. La manifestation avait été autorisée par la justice avant d'être finalement interdite en appel. La coalition Tournons la page voulait tout de même manifester pour dénoncer la présence des troupes étrangères dans le pays, mais la police a bouclé les principales places à Niamey, empêchant tout rassemblement. Cette coalition Tournons la page, comme Imayaba, elle veut tourner quelle page? Oui, elle veut tourner la page. Vous savez, depuis longtemps, les forces étrangères dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, surtout comment l'appelle-t-on, en particulier les forces françaises, souffrent d'une légitimité. Aujourd'hui, vous allez voir que la plupart de ces pays ne sont pas pour la présence des forces étrangères, c'est en l'occurrence la France, les forces françaises. Ça fait que regarder ce feuilleton que nous avons suivi depuis le début de ce contingent qui a quitté la Côte d'Ivoire, passant par le Burkina, en allant vers le Mali, qui a été bloqué. Cela trouve, à mon avis, un sens ou un raisonnement qui, à mon avis, prouve que aujourd'hui, la France, les troupes françaises au nord du Sahel n'ont plus rien à donner visiblement, puisque quels que soient les résultats qu'ils produiront, je crois que les gens voudraient essayer ou une autre force pour peut-être établir une comparaison. C'est ce que la France devait comprendre. Et vous savez, les morts d'hommes, vous savez, puisque la première incursion qui a eu lieu, je crois, au Mali, où on avait enregistré, non, au Niger, là-bas, on avait enregistré, je crois, 3 morts. Et cela vous montre véritablement qu'il y a un véritable problème qui existe. Mais le mutisme observé par les premières autorités nigériennes dans la gestion de cette crise me porte un peu des débats critiques parce que, dans un premier temps, c'est la Cour, comment l'appelle-t-on ? C'est la Cour, c'est la première instance. La Cour de la première instance qui accepte maintenant la manifestation. Maintenant, une deuxième Cour vient annuler cette... je crois que tout cela, c'est vrai que c'est le maire qui est venu donner des explications par rapport à cette instabilité qu'il puisse avoir par rapport à cette manifestation. Mais ça aurait été mieux, à mon avis, qu'on puisse avoir des discussions à l'interne d'abord, avant de pouvoir donner des autorisations, puisque il y a déjà un conflit entre les deux institutions. Enfin, dans une institution, puisqu'il y a 2 départements qui existent, l'un donne son accord, l'autre vient peut-être remettre en cause et tout. Je crois que ça ne fait pas du sérieux. Maintenant, le vrai problème, c'est quoi? Il faut poser le problème dans son ensemble, parce que c'est quoi? Qu'est-ce que les gens... de quoi reproche-t-on ces forces étrangères? C'est la véritable question. Et ici, ça trouve raison parce que depuis un moment où cette force a été désavouée, où pratiquement personne ne donne confiance à ces forces parce que, disant qu'ils sont de connivence avec même ces djihadistes-là, pour des intérêts, des conflits d'intérêts. C'est l'une des principales raisons. Oui, l'une des principales raisons. Et justement, comment on appelle, donc, des intérêts stratégiques aussi qui sont déjà présents. Je crois qu'il va falloir redéfinir les dimensions. Parce que soit nos chefs d'État pensent peut-être trouver des alchimies à partir de ces forces-là pour pouvoir étoffer leur gouvernance au niveau des États, ou peut-être redéfinir, puisque regardez, lors des sommets qui sont organisés souvent, c'est eux qui viennent défendre que non, que cette France-là nous a lâchés en cours de route, et ainsi de suite, ainsi de suite. La même force vient, la population la désavoue. Maintenant, la responsabilité se situe à quel niveau? Donc, il va falloir que la première autorité, quand même, à un moment donné, puisse regarder la situation qui est en face et trouver éventuellement des solutions. Parce que ça a trop duré. La France par ici, la France par là. Et puis, tous les jours que Dieu fait, à partir des forces djihadistes aujourd'hui, ça semble ne plus inquiéter ces forces. Enfin, ces djihadistes
djihadistes qui peuvent faire leur pénétration, leur incursion tout doucement. Actuellement, ils sont aux portes à nos portes. Donc, à tout le jour, il y a toujours cette incursion de ces forces-là. Et c'est ce qui est. Où sont les forces françaises? Quel rôle jouent-elles dans la gestion de cette sécurisation? Donc, il faut poser le débat dans son ensemble et faire focus sur l'ensemble des problèmes endogènes qui existent dans le pays et trouver éventuellement des solutions. Puisque on dit souvent trop, c'est trop. On a trop désavoué la France dans la gestion de ces conflits, de la lutte contre ces terrorismes. Donc, il faut quand même penser à une autre alternative crédible pouvant répondre justement aux idéaux des populations ou des problèmes existants dans le pays. David Diakbabi, quand on parle des forces étrangères, est-ce qu'on parle spécifiquement des Français ou il y a encore d'autres forces? On ne parle que de la force française. C'est la seule qui est là aujourd'hui. La CEDEAO n'a pas encore envoyé de force au Niger, à ce que je sache. Même et si l'Allemagne n'a pas ses forces, ou bien c'est au Mali? Bon, en tout cas, le Niger, c'est la France. Le Niger, c'est la France parce que en face, il y a des intérêts économiques et financiers. Il y a l'uranium du Niger qui est acheté par la France et qui est exploité totalement par la France. Et donc, il y a aussi la sécurisation des frontières du Niger proposée par la France. Et aujourd'hui, l'actuel président ne jure que par la France. À la limite, il est biberonné par la France. Et, parce qu'il a été reconnaissant. Parce qu'il a été... Je suis reconnaissant pour les sacrifices de la France. Oui, la France a fait des sacrifices au Sahel. Si Bazoum est au pouvoir aujourd'hui, c'est aussi en partie grâce à la France. Hein. On sait comment les élections ont été organisées et pourquoi c'est lui qui a été positionné pour succéder à l'ancien président qui était parti à la suite de ces deux mandats. Et quand il est arrivé, les premières déclarations que ce président a faites, tout le monde le sait déjà, vous l'aviez vu avec nous. Et donc aujourd'hui, la population pose des questions à savoir ce que cette troupe étrangère apporte concrètement au Niger. Quand on leur dit, vous avez des troupes étrangères, des troupes militaires étrangères qui sont positionnées sur le territoire nigérien, c'est pour mener un combat contre des ennemis qui sont connus et qui sont là, quelque part, cachés. Mais tous les jours, on annonce des morts, on annonce des tueries, on annonce des assassinats qui sont portés par ces djihadistes-là. Alors qu'on vous dit qu'on vous envoie des forces étrangères pour sécuriser votre pays. Donc, derrière, il n'y a pas de résultat. Et donc, à un moment, il faut savoir le contenu de l'accord qui lie le Niger aux troupes étrangères qui sont sur le territoire nigérien. C'est pour ça que les populations ont voulu manifester, pour demander ce qui se passe vraiment. Est-ce qu'il faut que les troupes étrangères demeurent toujours sur le territoire nigérien? Sans peut-être rien faire. Oui. Alors, il faut savoir, parce que beaucoup de choses se disent, beaucoup, tellement qu'à la limite, à la fin, on se demande si vraiment les autorités nigériennes pensent à leur population. Et donc, je pense que cette manifestation aurait pu être autorisée pour justement tenter d'apporter des réponses à ces questions que se posent ces Nigériens-là. Et ces forces étrangères, à un moment aussi, j'estime qu'il y a mieux à faire ailleurs. Il y a mieux à faire pour ces troupes étrangères ailleurs. Et que d'être positionné sur ces pays-là, le Mali, le Niger. Vous avez le Tchad qui est de l'autre côté. Et ces forces viennent tout le temps en Afrique. Pourquoi on dit qu'on mène un combat contre le terrorisme? Mais quels sont les acquis? Quel est le résultat qui sort de tout ça? Mais à un moment, il faut aussi compter sur les forces nationales, locales. Il faut compter sur l'armée locale. Il faut compter sur... Est-ce que l'armée locale est aguerrie pour ces genres de... Mais comment ces forces, comment ces troupes étrangères ont fait pour venir lutter contre les terroristes? Et comment feront-ils pour transmettre ces connaissances aux forces... ça veut dire que si la France n'est pas là, le Niger va être envahi, va devenir un nouveau califat en Afrique de l'Ouest, parce que les terroristes, les djihadistes sont venus envahir le Niger. Non, il faut à un moment que le Niger aussi compte sur sa propre armée. Ils ont des moyens. Il n'y a pas que le Niger, il y a aussi le Mali.
il y a l'uranium au Niger qui se vend très cher et qui apporte des milliards. Voilà. Il y a beaucoup d'investissements qu'il faut faire. Et donc cela interroge véritablement. Bon, je suis d'accord que la population manifeste pour demander à savoir la nature du contrat qui lie le Niger à ces troupes étrangères-là. Pour qu'on sache vraiment ce qui se passe, puisque tout est centralisé sur le territoire nigérien aujourd'hui, dans ce combat contre le djihadisme et le terrorisme. D'ailleurs, cette manifestation a été dispersée comme Imayaba. Elle arrive à un moment où, on l'a dit tout à l'heure, le président nigérien Mohamed Bazoum a été reconnaissant envers la France pour tous ses sacrifices dans le Sahel. Les analystes disent que c'est un pion de la France. Est-ce que vous pensez que ces manifestations vont continuer au Niger et dans le Sahel? Vous savez, aucun chef d'État, surtout sous-régional ici, ne peut quand même penser faire dos à la France. On en a vu ceux qui ont pensé aller contre les idées ou contre les positions de la France. Et ça, c'était avant. Oui, non, c'est les mêmes. Ça continue. Non, ça continue. C'est justement pourquoi vous parlez de Bazoum. Bazoum, aujourd'hui, reconnaît les forces même de la France ou la lutte que la France, l'apport de la France dans son pays. Non, mais ici, aujourd'hui, le paradoxe que moi je note dans cette manifestation, c'est que je ne sais pas si la population manifeste contre les forces étrangères ou bien pour exprimer leur ras-le-bol par rapport, puisque c'est un accord qui est signé entre l'État et peut-être les grandes puissances par rapport à la venue de ces forces-là sur le territoire. Maintenant, s'il faut quand même demander à quelqu'un de ne pas venir, c'est de demander à la première autorité qui a signé cet accord-là avec la France, non? Vous qui avez demandé à ces forces de rentrer ou de venir pour nous aider pour la sécurisation, nous ne voudrions plus voir vos forces. Parce que ces forces ne sont pas rentrées comme ça au pays. Il y a un accord qui a été signé. Donc cet accord, en principe, ça n'engage que des signataires. Ceux qui ont signé cet accord, en principe, devaient répondre. C'est pourquoi, justement, quand la population manifeste, voudrait manifester, en principe, à l'encontre même, justement, des premières autorités qui ont signé cet accord-là avec les forces françaises ou les premières autorités de la France. Donc ici, à mon avis, la France, tout ce que la population est en train d'exprimer comme mécontentement, en principe, c'est à l'égard de leur première autorité, du président, de tout ce qui consiste à la venue de cette force-là. Mais la force, quand on vous dit ne rentrez pas, qui devait en principe interdire cette force? Ce n'est pas la population. C'est l'État, en principe, qui devait dire niet, nous ne voulons pas la présence de vos forces sur notre sol. Maintenant, l'accord qui a été signé doit être rompu. Donc, je crois que derrière ça, là, c'est les premières autorités, c'est les premières autorités qui se cachent derrière. Et maintenant, on utilise maintenant la population contre ces forces-là, contre vents et marées. Je crois que ça ne fait pas du sérieux. Aujourd'hui, celui à qui on devait demander, bien évidemment, de ne pas faire venir ces forces-là, c'est-à-dire que c'est les premières autorités, en l'occurrence la présidence et tout ce que vous connaissez. Donc, ici, il ne sert à rien de... C'est pourquoi j'avais posé un temps, lors d'un débat ici, j'avais posé le problème. Quand est-ce que la population, quel est le regard, quel est le sentiment que l'État ivoirien, enfin l'État nigérien porte justement par rapport à ces manifestations? Est-ce qu'ils sont pour ou ils sont contre? Le calme règne. Maintenant, qui joue le rôle de choses? Je crois qu'il faut redéfinir les rôles pour que véritablement on sache à quel moment il faut mettre fin à tout ce feuilleton-là, qu'on ne finit pas dans le nom du Sahel. Parce que ça a commencé au Mali, ça fait des migrations, ça va au Niger, et tout ça là, tous les jours, c'est la population qui en pâtit. Donc il faut finir avec ces forces-là. Et l'armée française aussi doit comprendre à un moment donné qu'elle est désavouée, elle doit quand même revenir pour penser, la France doit repenser à sa méthode de sécurisation dans les pays sahéliens. Parce que à un moment donné, on a vu les limites de la France. Ça, personne ne peut démentir ce plateau. On a vu la limite de la France. Quand on parle de la France, les gens ont des yeux focalisés sur les intérêts que la France tire. Et non le résultat que cette France-là produit sur le sol de ces pays-là. Donc, moi, à mon avis, il faut quand même diversifier les forces. Il faut diversifier les forces. Seule la France aujourd'hui, il faut expérimenter d'autres forces-là. Il faut amener d'autres forces à essayer quand même dans le Sahel. La force russe, par exemple. Oui, la force Wagner qu'on qualifie, même la France même qualifie des forces de mercenaires. Aujourd'hui, qui a fait ses preuves au Tchad, que les gens ont vu, même si... En Centrafrique, j'allais dire, même si les gens trouvent qu'il y a des insuffisances, quand même, cette force-là a pu
C'est-à-dire que l'armée a pu quand même récupérer, cette force a pu quand même, comment l'appelle-t-on, conquérir plus de la moitié de la population. Donc je crois que c'est énorme. Cette force, quand même, si on pouvait quand même avoir une force bis pour concurrencer la France, on aurait établi le rapport, voir finalement qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Il y a toutes les fois, il y a des insuffisances, certes. Aucune force ne viendrait sans qu'on dise, sans intérêt, sans contrepartie. Mais dans tous les cas, nous voulons les résultats. Quand vous venez, même s'il y a une contrepartie, il faut des résultats qui doivent suivre afin que nous puissions quand même donner quitus à tout ce qui se fait par rapport à la sécurisation. David Diakbavi, vous ne pensez pas qu'il y a un problème? Les populations de ces pays désavouent complètement les forces françaises, des analystes également, des journalistes également. On a l'impression que les chefs d'État, eux, sont derrière. Non, je pense ça va être difficile. Oui, je pense personnellement que c'est une sorte de secret qui lie ces chefs d'État à la France dans ces accords militaires qui sont passés régulièrement. Et oubliant que derrière, il y a quand même des attentes de la population. Quand ces attentes refusent de démarrer ou de décoller, ça commence par interroger. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Niger, où vous avez vu aussi au Burkina la dernière fois où une colonne militaire avait été bloquée. Parce que, voilà, on s'interroge sur la mission véritable de cette colonne militaire-là. Les chefs d'État africains ne peuvent jamais dire le contraire de ce que la France leur impose. Ils vont solliciter la France, pas seulement sur le plan économique, mais également dans le domaine de la sécurité, etc. Et aujourd'hui, on a l'impression que la France, elle est devenue la gendarme de l'Afrique, où quand elle n'est pas là, soyez sûr que votre pouvoir ou alors votre territoire risquerait de prendre un coup. Parce qu'en face, on parle de terrorisme, on parle de djihadisme, etc. Alors, je pense qu'à un moment, il faut aussi écouter la population qui ne veut plus de cette force française justement sur le territoire. Parce que beaucoup d'interrogations se sont posées. On a vu des images du côté du Mali entre-temps où on a parlé de pillage du sous-sol malien par l'armée française. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Personne ne le sait. On a vu des images d'autres forces françaises qui, en RDC par exemple, avec la mission de l'ONU qui est accusée de pillage également. Et donc quand ça se passe comme ça, il faut forcément apporter les réponses. Mais quand vous ne répondez pas à votre population, ça engendrera d'autres solutions. C'est quand même assez absurde qu'on nous dise qu'une colonne militaire de l'armée française soit bloquée par une population civile à Kaya, dernièrement au Burkina Faso, et que dans d'autres pays, ça a été le même sort qui leur a été réservé. Le Niger, au Niger également. Voilà. Et quand vous prenez ces deux pays, c'est les pays dans lesquels la France est présente depuis très longtemps, sous la protection d'une sorte d'accord qui lie les deux pays, accord militaire qui lie les deux pays. Mais aujourd'hui, ces chefs d'État se retrouvent dans une sorte de prison dans laquelle ils ne peuvent plus s'échapper parce que c'est eux qui sont allés demander. Vous pensez que ce sont des prisons quand le président Bazoum est reconnaissant, quand le président Macron plutôt en visite à Niamey, il dit au président Issoufou, l'ancien président, il faut dire aux jeunes que c'est vous qui nous faites appel. Oui, c'est ça qui est triste. C'est-à-dire que ces chefs d'État ne disent pas la vérité. Et donc, il faut que quelqu'un vienne de l'extérieur pour venir dire la vérité, rétablir la vérité. Tout le monde sait que c'est les présidents africains qui vont solliciter l'aide de la France. Et cette sollicitation n'est pas gratuite. Ne pensez pas que la France envoie son armée en Afrique pour protéger vos frontières, se fait tuer parce qu'il y a des morts, il y a des tués dans le rang de l'armée française, et après la même armée, après avoir fini sa mission, va repartir chez elle. Non. En contrepartie, il y a des choses à payer. Il y a des intérêts, d'énormes intérêts, d'énormes intérêts économiques et financiers. Ce n'est pas gratuit cette disponibilité de la France à venir protéger les Africains, certains pays de l'Afrique. Non. Alors, quand vous avez un président qui n'est plus en mesure de répondre aux aspirations ou aux questions que se pose son peuple ou sa population dans le cadre d'un combat contre un ennemi, il faut s'attendre à des réactions pareilles. Et lorsque ces présidents vont demander à la France une aide financière ou militaire, cela veut dire que vous n'avez pas les moyens pour déployer sur le terrain de combat.
Et votre armée qui est là, quand vous prenez le Niger par exemple, pendant très longtemps on nous a parlé de détournement, de surfacturation. Une enquête même aurait été mise en place qui a déterminé les responsabilités. Mais à l'heure où nous parlons, personne n'a été inquiété. Donc si au sein de votre propre armée, vous détournez les moyens financiers mis à la disposition de cette armée, mais vous affaiblissez votre armée. Vous rendez votre armée beaucoup plus inutile. Et donc forcément, vous irez appeler une puissance étrangère. C'est ce qui se passe. Les présidents africains qui vont demander à la France, c'est parce qu'ils n'ont plus les moyens, ils n'ont plus d'autres possibilités. Néanmoins, il y a d'autres présidents qui ont eu le courage de dire la vérité à la France en demandant à cette France de quitter le Mali, par exemple, avec le discours de Choguel Maïga à la tribune des Nations Unies. Vous avez écouté ce qu'il a dit. À un moment, il faut que la France comprenne que l'espoir qui a été mis sur elle ne rapporte plus rien de concret. Puisque tous les jours, il y a des incursions des terroristes. Et ça isole le Mali. Contrairement à Choguel Maïga, comme vous l'avez dit, son ancien patron, Liman Diko, lui, n'est pas content de l'isolement de son pays. C'est deux versions aux antipodes selon vous. Que Diko aille prendre l'arme et aille sur le front du combat, qu'il aille au front. Que Diko comprenne que le Mali se doit d'être un pays indépendant et souverain. Et que quand vous vous entachez des services d'une puissance étrangère, vous vous soumettez à cette puissance-là. La preuve aujourd'hui, la France au Mali se sent sur un territoire conquis. Le nord du Mali, on vous dit, on vous dit que l'armée malienne avait été empêchée d'accéder au nord du Mali par l'armée française. Non pas par les terroristes, mais par l'armée française. Comment pouvez-vous comprendre ça? Est-ce qu'il y a eu une procédure normale? Le Mali appartient c'est une zone de guerre. Le Mali appartient aux Maliens. C'est vrai qu'on peut avoir des djihadistes. Même si le Nord est en zone de guerre, c'est à l'armée malienne d'aller sur le front. Le territoire malien appartient aux Maliens. L'armée malienne peut aller n'importe où si elle est sûre d'être en sécurité. Ce n'est pas une armée étrangère qui est censée apporter en soutien d'empêcher l'armée nationale d'accéder à une zone. Et cette information avait été traitée avec une sorte de dextérité. À la fin, on a compris certaines réalités qui se passent sur le terrain du côté du Mali. Vous avez deux positions comme Imayaba. Vous aviez parlé d'autres forces. Vous avez demandé aux pays sahéliens d'expérimenter d'autres forces. Au même moment, vous demandez aux soldats nigériens et maliens d'aller défendre leur territoire. Votre position concrètement? Non, ici, il ne s'agit pas de tenir compte des positions. Mais ici, c'est de voir quel est le résultat que produit ces forces étrangères-là sur le sol, ces pays-là, en fait. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, nul n'est contre la présence. Quand on dit on est contre, c'est parce qu'il n'y a pas de résultat. Si dans un moment donné, la France a apporté des solutions par rapport au problème dont il s'agit, les gens ne parleraient pas. Mais aujourd'hui, visiblement, ça semble voir que les accords qui sont signés entre les chefs d'État et ces pays occidentaux pour amener ces forces-là pour la sécurisation, personne ne connaît. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne nous dit pas quel est cet accord, quels sont les termes du contrat par rapport à la venue de ces forces étrangères sur le Mali. Et si la France n'arrive pas à dire cela, et le Mali, c'est justement ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a une certaine connivence entre les deux pays et qui met présentement le pays en difficulté parce que la population cherche visiblement à savoir. Nous sommes en train de faire des interprétations pour dire que bon, quand ils sont venus, c'est des accords qui sont signés, c'est des sous qu'on prend qu'on exporte. Mais il faut nous dire, quand vous venez pour nous apporter votre soutien sur le plan sécuritaire, quelle est la contrepartie pour que la population, puisque c'est l'argent même de la population qui est utilisé dans le cadre de cette sécurité-là et de la venue de ces forces sécuritaires. Donc, je crois qu'il ne sert à rien de faire les choses. Des
accords qui se signent de façon clandestine et qu'on vient maintenant narguer la population par rapport à ces forces-là. Et personne ne va visiblement rien passer, alors que la population courbit sous le coup de la misère. Donc je crois que tout ça là ne donne pas un climat de paix et de sécurité dans le pays, parce que les gens ont, vous savez, le Niger actuellement, quand vous rentrez au Niger, on dit la famine a gagné du terrain. Ouais, bien sûr. Donc c'est un pays qui a atteint, un pays qui a atteint un niveau de pauvreté absolue. Mais au même moment, il y a de l'uranium que la France est en train d'exploiter. Les gens coupent sous le coup de la misère, mais les forces étrangères viennent prendre tout ce qui est dans le pays. Donc c'est ça le véritable problème. C'est pourquoi les gens, les présidents, enfin les chefs d'État qui signent ces accords, en fait, doivent quand même mettre ça sur la place publique pour que les gens connaissent de quoi, quel est le retour, puisqu'on parle de... Et souvent, ils disent quoi? Ils disent que c'est un accord gagnant-gagnant. Bon, gagnant-gagnant, c'est-à-dire que vous venez, vous nous défendez. Depuis là, on ne trouve pas quand même les résultats de la sécurisation, de la sécurisation de ces forces étrangères. Mais au même moment, les produits, les matières premières sont toujours exploitées dans le cadre de cet accord. Donc je crois qu'il va falloir regarder ce problème-là et y décider véritablement, parce que actuellement, c'est ça qui emporte vite les chefs d'État. Ouais. Ça, c'est ça qui emporte vite les chefs d'État. Par exemple, Bazoum vient d'arriver au Niger. Je crois qu'il doit être dans son premier mandat. C'est le premier mandat. Il vient de commencer. Il vient de commencer, donc voilà. Donc, s'il ne s'est pas fait, il a été désavoué, puisque derrière, c'est la France qu'on met comme une vitrine et qu'on dit que la France a joué beaucoup. Au même moment, la population qui t'a choisi, qui t'a élu, critique cette France-là et bloque les forces françaises, et que toi, tu prends le vilain plaisir de défendre sur les couleurs de cette France-là, parce que tu veux ta souveraineté. Il est reconnaissant tout simplement. Mais dans tous les cas, soit reconnaissant d'un côté et que la population dise non, que ça ne fait pas. Je crois que c'est un climat qui n'apporte pas véritablement des solutions. Parce que ceux qui t'ont porté au pouvoir disent non, que ce qui est en train de se faire, nous ne voyons pas ça de ce côté. Toi, en tant que président de la République, tu es en train de... On désavoue, lui, il avoue ces forces-là. Donc, ce qui est sûr, il y a deux positions tranchées qui sont visiblement lues, et que je pense que les chefs d'État doivent regarder cette façon de voir et mettre des dispositions en place pour que les forces étrangères, même si elles arrivent, qu'on sache combien ils viennent, quelle est la contrepartie, qu'est-ce qu'ils gagnent en retour et qu'est-ce qu'ils doivent nous donner également. Au mieux, chercher d'autres forces pour venir expérimenter cette sécurisation au niveau de ces États. En 30 secondes pour terminer, David Diakbavi, ce sentiment anti-français, ça grandit. Ça a commencé, on l'a vu au Mali, on l'a vu récemment au Burkina Faso, Niger également, on est en train de voir cela. Oui, c'est un sentiment qui se généralise. Et heureusement, les autorités françaises en sont conscientes. Ils en ont parlé. Le président français en avait parlé. Il y a un sentiment anti-français qui s'est développé dans des pays africains, en tout cas, et qui est consécutif au rôle que la France joue dans certaines dictatures, s'il faut les appeler comme ça, entre griffes, dans le maintien de certains présidents aussi au pouvoir. Qui sont mal élus d'ailleurs. Dans le soutien que cette France apporte à certains chefs d'État au pouvoir. Et donc ce sentiment, véritablement, s'agrandit tous les jours et ça risquerait d'emporter la France à tout moment. On a vu comment des Maliens ont appelé au départ de la France de leur territoire. On a vu comment les jeunes burkinabés également ont bloqué une colonne militaire qui traversait le territoire. On a vu également ailleurs dans d'autres pays, le Niger aujourd'hui, où les gens commencent véritablement à affronter cette France qui, pendant très longtemps, est considérée comme la puissance qui maintient toujours des pays africains dans leur situation de pauvreté et de dépendance économique. Et même si tu dis que c'est seulement dans ces pays, même au Togo ici, il y a ce sentiment anti-français. Quand vous prenez le groupe Bolloré, où les gens disent que c'est la France carrément qui gère ça, Canal+. C'est-à-dire que dans tous les cas, la France en Afrique a été désavouée. Sincèrement, il faut reconnaître ça. Maintenant, repensons autrement la politique. Mais on dit on peut faire sans la France. Ouais. C'est une idéologie des chefs d'État. Il faut quand même que cette idéologie soit quand même revue pour qu'on puisse sortir de ces sentiments anti-français. Allez, on marque la pause pour le journal. On revient avec vous, mes chers invités, David Diakbavi et Komi Mayaba, parler de la Gambie avec la victoire du président Adama Barrow et du Togo.